Bonsoir et bienvenue à tous. Le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial vient de s'achever. Si certaines organisations internationales comme Greenpeace affichent leur déception, de nombreux pays, notamment en Afrique, marquent leur satisfaction. C'est le cas du Sénégal qui va recevoir 2,5 milliards d'euros de financement de ses partenaires internationaux pour développer ses énergies renouvelables. Dans le même sillage, le nouveau président de la Banque mondiale a annoncé de nouveaux instruments dans l'aide internationale, dont la possibilité d'offrir la pause dans les remboursements de la dette dans des situations de catastrophes naturelles, là où beaucoup attendaient une annulation pure et simple des dites dettes. Au sommet de Paris, on a donc encore parlé de l'aide aux pays pauvres. Le Fonds monétaire international, le FMI, devrait augmenter à 100 milliards de dollars ses financements pour les pays pauvres. Question, les pays pauvres, les pays africains doivent-ils demeurer des éternels assistés? Pourquoi un demi-siècle après les indépendances, les peuples de ce continent qui recèlent un tiers des ressources minières mondiales de l'or doivent continuer à faire la manche pour survivre? La répression monétaire que ces peuples subissent peut-elle être un facteur de sous-développement? Si c'est le cas, pourquoi tous les projets d'accession à la souveraineté monétaire pour la plupart de ces pays n'aboutissent-ils pas? Les Africains sont-ils envoûtés, zombifiés? Sont-ils cérébralement anesthésiés ou mentalement émasculés? L'hybridisme de la superstructure politique à cheval entre le système autoritaire sous forme de despotisme éclairé et le modèle de démocratie libérale peut-il être à l'origine des échecs? Les hommes qui président aux destinées de ces peuples sont-ils en mesure de briser les liens de captivité, s'ils existent, pour redonner de l'espoir, de la vie? Are they up to the task, pour reprendre la formule anglo-saxonne? La vérité en face ce soir avec un universitaire, leader politique et fondateur du foyisme, notre invité est auteur de nombreux ouvrages, dont le plus récent est Monnaie et prospérité en Afrique de la zone franque, briser les derniers liens de captivité. C'est un ouvrage paru aux éditions Loupepo il y a quelques jours seulement. Également, du même auteur, d'autres ouvrages, Le temps du foyisme politique, ou encore Les télévisions africaines face aux défis de la modernité, paru en 2015 aux éditions L'Harmattan. Et chez le même éditeur, bien évidemment, La démocratie africaine reste mal partie. Rectifions le tir, c'est en 2016. Le professeur Olivier Billet a récemment défrayé la chronique en publiant une tribune dans laquelle il présente un projet de gouvernement de transition et d'union nationale pour, dit-il, tordre le cou au repli identitaire. Ce qui a suscité de vives réactions dans la classe politique, notamment celle du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont le président national, le professeur Moïse Kamto, occupait, dans le dit gouvernement, le poste de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et la réforme des institutions de l'État. Le MRC s'est désolidarisé de cette initiative, notant qu'un tel gouvernement doit être le fruit d'une concertation entre tous les acteurs politiques. Olivier Billet, bonsoir et bienvenue à cette émission de La Vérité en face dans notre studio rénové. Bonsoir à vous, Duval Fangois. Bonsoir à votre co-présentateur Jonathan Babila. Bonsoir à l'ensemble de vos millions de téléspectateurs. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour mener à bien cet entretien. Nous sommes avec Jonathan Babila. Jonathan, good evening. Bonsoir Duval, bonsoir. Good evening, dear viewers. Thank you for joining us in this edition of La Vérité en Face on Equinox Television, in which we're going to be talking about the Paris Summit on the new global financial pact and the disappointment of some civil society organizations, including Greenpeace, vis-à-vis the African continent. We'll also try to answer some questions, including is development aid to African nations yielding the desired fruits? How is monetary sovereignty an important level for development? How to remove political obstacles, factors of monetary bondage on Cameroon and other African nations, and can the political systems as they are structured today in African nations, and of course including Cameroon, break the bondage or the bonds of captivity and give hope to the people? We'll also talk about the proposal of a transition government of national unity as an indispensable tool to take Cameroon out of the troubled waters in which it finds itself today, and we'll also look at the political future of our guest, Professor Olivier Billet, who is a university don, author of several books, and politician. Professor, welcome. Thank you, Jonathan Babila. Good evening once again.
I want to thank you for this invitation. We are certainly going to answer to all your questions, and I hope that your telespectators may be edified by all that will be said on this set today. Right. Professeur Olivier Billet, l'actualité est marquée ces derniers jours par le sommet de Paris. Un sommet pour un nouveau pacte financier, un sommet qui vient de s'achever, bien évidemment. Êtes-vous de ceux qui soutiennent que cette rencontre a tenu ses promesses, ou bien vous êtes dans le camp de ceux qui pensent que la montagne a accouché d'une souris? Écoutez, lorsque je fais le round-up de l'essentiel des réactions qui ont été enregistrées autour de ce sommet mondial sur la finance tenu à Paris, présidé par Emmanuel Macron, j'ai le sentiment que c'est plutôt la deuxième option qui semble avoir triomphé. La montagne semble en effet avoir accouché d'une souris. Il faut bien se dire que, dans le fond, la motivation essentielle d'un tel sommet, c'est certainement le désir pour un certain nombre de puissances occidentales qui ont jusqu'ici fait la pluie et le beau temps dans l'ordre monétaire international, et les puissances qui elles-mêmes sont au principe de la création de ce qu'on appelait le système monétaire international. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Eh bien, constatant qu'aujourd'hui, il existe comme une sorte de désaffection, de défiance de la part d'un certain nombre de pays émergents vis-à-vis de ce système monétaire international dont je dirais, les paramètres d'inéquité, de déséquilibre dans l'ordre financier international n'est plus à être démontré, eh bien, se rendant compte que la Chine, la Russie, l'Inde, les BRICS d'une manière générale, auxquels il faut ajouter un certain nombre de pays qui sont dans la même perspective géopolitique, eh bien, que ces pays-là n'étant plus dans le désir véritablement de suivre les dynamiques du système monétaire international de 1945, avec notamment les dynamiques de dédollarisation que chacun peut observer aujourd'hui suite à depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, parce que ça ne remonte pas seulement au conflit russo-ukrainien. Eh bien, constatant cela, j'ai l'impression que le désir est un peu d'anticiper. Ils ont le désir certainement d'anticiper pour essayer de rattraper un certain nombre de nations du monde et les garder, maintenir dans le giron de l'ordre mondial tel qu'il a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, mon sentiment est que, au fond, voyez-vous, la montagne en effet a accouché d'une souris. Donc vous rejoignez un tout petit peu la position des organisations internationales comme Greenpeace, par exemple, qui estiment que sur la question du système pollueur-payeur, on n'a pas beaucoup bougé, ou encore le président Lula du Brésil, qui estime qu'en matière de lutte contre le changement climatique, de réduction des inégalités ainsi que le protectionnisme des Occidentaux, ça a été pratiquement un échec. Disons que il y a, vous savez, les organisations qui œuvrent dans le domaine du climat, de la lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez nommé Greenpeace, il y en a beaucoup d'autres qui étaient présentes à ce forum-là. Parce que elles, je dirais, ont développé un argumentaire qui va dans le sens de leur perspective, de leurs activités, qui tournent autour du climat. Mais de manière plus fondamentale, Duval Fangwa, il faut bien que les gens comprennent que ce sont les bases mêmes. En tout cas, moi, ma déception vient de ce que les bases mêmes du système monétaire international n'ont pas été effleurées un tant soit peu. Et ces bases-là ne sont pas liées à une affaire de climat seulement. C'est d'abord la manière dont le système monétaire international fut conçu en 1945, donnant un avantage, une position abusivement et exorbitante aux grandes nations telles que les États-Unis d'Amérique, avec leur dollar, dont vous connaissez le rôle. C'est ceux qui avaient remporté la guerre. Non, non, mais attendez, vous savez qu'il y a eu à l'époque une confrontation entre deux grands savants, deux grands économistes, qui avaient proposé pour l'ordre monétaire international deux plans. Il y a eu d'un côté le plan Keynes, John Maynard Keynes, l'économiste britannique, dont nous allons en parler, je l'espère. Et puis il y avait un autre économiste américain qui s'appelait John White, qui, lui, dont le plan avait triomphé. Parce que le plan Keynes était un plan plus égalitaire, plus équilibré pour la planète entière. Et ils ont préféré adopter le plan White parce que c'est un plan qui donnait, si vous voulez, une position plus avantageuse aux Américains avec leur dollar, lesquels Américains, évidemment, avaient derrière eux toute la panoplie des autres nations occidentales, dont chacun sait que, voilà, elles ont contribué elles ont bénéficié du plan Marshall américain,
et que la plupart de ces nations, dans le cas de l'OTAN par exemple, sont alignées sur le plan géopolitique derrière les États-Unis d'Amérique. Et donc, il y a d'abord ce problème fondamental de quel regard portons-nous sur le système monétaire international, dans sa structure, dans sa manière de fonctionner. Est-ce que ce système-là, est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est équitable pour toutes les nations du monde? Non. And that, I guess that's why the rich nations during that summit pledged to unlock or disburse hundreds of billions of dollars for the fight against climate change. But you're still dissatisfied with that, just like Greenpeace, the civil society organization in the domain of climate change. Yes, what I could say is that those let's say, those countries, the Occidental countries, are mainly interested with the issue of climate change. But the issue of climate change is not an issue which is fundamental. They are the countries who are contributing to the pollution of the planet mainly. But we African countries, for instance, we want to develop ourselves, we want to develop our countries, but we cannot, let's say, just adopt the green energies like that. We have to also benefit from the, let's say, advantages of other kind of energies for our country to go to industrialization. So, this is a kind of, I don't know, situation in which the rich country, the industrialized country, want the poorest country to follow them on the path of, promoting green energies. And they also, by doing like that, they want our countries to remain in a sort of poor condition, a condition which will not give the opportunity to our country to go to that industrialization I was talking about. But a disbursement of hundreds of billions of dollars, Senegal, for example, is going to receive 2 billion euros for the financing of the money given to Senegal. Is it not an option? The money given to Senegal is not a money for, actually money for promoting green energies. For renewable energies. No, not really. The problem of Senegal is that, the water, oceans, sea around Senegal has been very, very much polluted by this fuel, very heavy fuel. Because the boats which are going around Senegal have been spreading a lot of fuel in the dot areas or dot sea places of Senegal. So Senegal has to depollute its atmosphere in terms of oceans and rivers, etc. So this money is actually devoted to clean those places of Senegal. Yes, but my question is about the disbursement of this money that the rich nations have pledged, because they want African countries not to go through the normal industrialization path that will emit more greenhouse gases, that will go a long way to continue with the pollution and the problem of climate change. Now, using this money that is being disbursed by the nations, is it not an option for Africa not to go through the normal industrialization path, but to take the green path? I'm telling you that it's not actually an issue of going to the green path. Concerning Senegal, Senegal is the only country which has been, for now, which has been presented as the only country, the lone country which has been benefiting of those billions of dollars you are talking about. Okay? So, the money which is given to Senegal is devoted to clean Senegal, to clean the atmosphere, the ocean and rivers of Senegal, because the boats which are involved into international commercial activities, and the boats we have been transporting fuel, have spread a lot of heavy fuel in the sea, in the ocean, in the rivers around Senegal. And the rich countries which are responsible of this disaster, of this catastrophe, have
decided to give some money to Senegal for this country to clean its rivers and Oui, mais etc. So that is the main problem which we must be aware of. That is it. Oui, mais même si il s'agit de dépollution, cela rentre dans le sillage, on va dire, de la protection de l'environnement. Et on va dire de façon globale du développement durable, qui est, n'est-ce pas, un des leitmotifs de la plupart de ces pays occidentaux. La question, ce qui nous préoccupe pour la plupart, c'est est-ce que les pays africains, de votre point de vue, tirent véritablement profit de cette aide qui vient très souvent de ces pays occidentaux, que ce soit dans le cadre de la protection de l'environnement ou que ce soit dans le cadre de l'aide publique au développement de façon globale? C'est une question fondamentale, effectivement. Je pense que, pour être clair, encore une fois, il faut, vous avez d'ailleurs reprécisé ma réponse, il ne s'agit pas d'une aide qui est une aide si généreuse que ça. C'est que les pays développés se rendent compte qu'ils ont abîmé l'espace maritime autour du Sénégal, avec évidemment ces gros porteurs, ces immenses bateaux qui ont laissé dans les eaux sénégalaises des quantités énormes de fuel lourd. Et il faut nécessairement faire quelque chose dans ce sens-là. Et donc, maintenant, quand j'ai dit ça, il ne vous a pas échappé qu'il y a une des préconisations qui a été faite pour ce sommet, qui concerne la taxe mondiale qui a été proposée sur le transport maritime international. Vous avez bien vu que tout le monde a refusé d'adopter. You have noticed that all the biggest countries like United States, China, etc., European countries have refused to adopt this tax. Ils ont refusé l'adoption de cette taxe, alors même que, vous voyez, le transport maritime contribue de manière considérable parce qu'au niveau dans les mers et les océans, il y a beaucoup d'activités industrielles. Et donc, la taxe sur le transport maritime, c'est quelque chose qui aurait dû être accepté par tout le monde. Mais vous constatez avec moi qu'en réalité, l'aide au développement, en réalité, reste et demeurera, si vous voulez, une sorte de grosse mystification, une sorte d'immense entourloupe, au sujet de laquelle j'appelle, une fois de plus, l'attention des peuples africains, qui sont bien contents, sans doute, de participer à ce genre de grandes foires internationales, mais en réalité, que l'on ne se trompe pas. Les pays développés, les pays, je dirais, post-industriels que nous connaissons, qui sont à la tête de l'ordre mondial, ne seront jamais prêts, avant longtemps, de céder leur position. Ils sont dans le désir de maintenir l'ordre international et ils s'organisent simplement pour utiliser quelques ruses et quelques astuces, au fond pour perpétuer, si vous voulez, leur domination sur cet ordre mondial-là. Donc, moi, je vous dis, par exemple, que dans le cas du Sénégal, vous verrez bien que les entreprises qui vont être mobilisées pour financer, je veux dire pour accomplir le travail de dépollution des eaux sénégalaises, ça va être, le Sénégal n'a pas ce know-how. Le Sénégal n'a pas d'entreprises qui sont qualifiées dans le domaine de la... Vous verrez donc que ces centaines de millions de dollars iront encore dans le cas de ce que quelqu'un spécialiste de sciences politiques avait appelé le retour de l'aide. L'aide va retourner vers ces pays riches parce que c'est leurs entreprises qui vont être encore appelées pour faire le travail technique, etc. Et on aura peut-être aménagé pour réaménager pour un temps l'environnement maritime sénégalais, mais il reste que, dans le fond, l'argent de l'aide est un argent qui retourne toujours vers les donateurs. Alors, donc, ça fait donc que sur... à côté de cet aspect qui conforte l'idée selon laquelle en réalité il faut activer d'autres leviers de développement parce que vous le savez, il y a des statistiques qui montrent que les transferts de fonds, par exemple, des Africains de la diaspora vers leur pays d'origine à un moment donné tutoient, n'est-ce pas, le montant de l'aide au développement. Cela veut dire, n'est-ce pas, qu'il faut activer d'autres leviers pour espérer c'est une excellente question, Duval Fangwa. Je suis content que vous me posiez cette question sur ce plateau. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Vous avez mis le doigt sur l'essentiel. Le pourcentage prévu par la communauté internationale au titre de l'aide publique, enfin, que chaque pays devrait accorder aux nations en développement, c'est 0,7% de leur budget. Et la plupart de ces pays n'arrivent même pas à atteindre ce montant-là. Ils n'y arrivent pas, 0,7%. Maintenant, ce qu'il faut dire de manière plus fondamentale, c'est que, voyez-vous, on a organisé un sommet mondial sur la finance. Un sommet sur la finance mondiale, la finance internationale. Ce que les Africains
qui représentent la partie du monde qui a besoin d'accéder à l'émergence et à la prospérité devraient comprendre aujourd'hui, c'est que au fond, l'aide extérieure peut avoir un intérêt. Elle peut avoir un intérêt que je ne minore pas de manière absolue. Je ne rejette pas totalement. Mais je dis simplement que il faut considérer l'aide extérieure comme étant un élément d'appoint. Mais l'élément fondamental qui doit, je dirais, être mobilisé pour structurer, pour organiser convenablement nos économies, ça n'est pas de compter sur ce qui vient de l'extérieur. L'extérieur n'a jamais développé un pays, jamais, et ne développera jamais un pays africain. Le développement, l'émancipation, la prospérité est d'abord un processus sui generis. C'est un processus qui se élabore à l'intérieur, d'abord par les capacités endogènes. Et lorsque j'en viens un tout petit peu à mon livre, dont nous allons évidemment, sur lequel nous allons certainement revenir tout à l'heure, je rappelle aux Africains que le processus de développement commence d'abord par, on va dire, la mobilisation des forces productives à l'intérieur. Le développement est d'abord un processus qui s'élabore à l'intérieur d'un pays. Sur la monnaie, par exemple, on parle de finance et de monnaie. La politique monétaire et financière doit d'abord être pensée et conçue à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quand vous avez, je dirais, utilisé tous les leviers intérieurs. Lorsque vous les avez épuisés, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez considérer que, ok, à l'intérieur, on n'a plus de ressources. Vous pouvez aller à l'extérieur maintenant pour rechercher des ressources d'appoint permettant notamment de réaliser ce que les gens appellent les paramètres lourds de l'économie, qui vont souvent dans le domaine des grandes infrastructures, les infrastructures d'un certain niveau. Mais, de manière plus fondamentale, le pays qui va espérer bâtir sa prospérité, son émergence, sur la finance internationale, sur les ressources venant de l'aide extérieure, est un pays qui se met le doigt dans l'œil. D'ailleurs, vous voyez bien que plus de 60 ans après nos indépendances, eh bien, nos pays demeurent dans des situations de précarité et de sous-emploi massif. Yes, Prof, but précisément parce que nous n'avons pas su véritablement mettre en mouvement nos forces productives endogènes. Voilà. Right, while internal development resources are being mobilized, at the same time, African nations continue borrowing, continue receiving billions, hundreds of billions of francs CFA, dollars or euros or whatever from foreign nations. And the question, because your analysis are pointing more towards the external factors, but there's a bigger question within. When that money comes into our coffers, into the state coffers of Cameroon, does it actually benefit the people, the economy of the nation, the development of the nation? I've been saying that, Jonathan Babila, I've been saying that, you know, the money which is given to our country in the framework of aid, international aid, is a money which is going back to the donators. It is not. It's money which is coming. I can accept that part of this money is getting into our coffers, but part of that money is also money which is benefiting to the donator themselves. The system is organized in such a way that the one who is giving is the one who is receiving back almost 70% of what is giving. That's what I'm saying, which means that we should not be, you know, putting a lot of consideration, a lot of hope, a lot of expectations into these external provisions. Yeah, but when I'm insisting on the fact that the money coming from abroad should be a sort of money which should be used for, you know, very special operations. And we should be also aware of the fact that it's our own internal efforts, internal organization of the economy, the way of we be putting in movement our productive forces into the country. That is the way, that is the, let's say, the operation, the way of operating, which can help our country to shift from the position of very strong unemployment reality to another reality of very, strong
employed, ecosystem. So that's what I'm saying. We must not be, actually relying on what is coming from abroad. Let's count on our own forces. Yes, that's what I'm saying. Yes, but at the same time, the nations are indebted. Generations of Cameroonians will come up to pay debts that have been consumed now. And the issue is about, because when I'm talking about internal factors. Let's make the difference between the debt, the money we are borrowing. Is it borrowing or yes? Lending or borrowing? What is the money we are borrowing? We are borrowing from abroad, and the money which is given, the aid in the framework of aid. Yes, we should make a difference between these two of right. I'm talking when I'm looking at internal factors. I'm looking at issues like mismanagement, corruption, money that goes into private pockets. We know what's been happening even with the monies that are borrowed. We know what happened with the Olembe Stadium, with the huge amounts of money that were swindled there. We know what happened with COVID money. We know what's been happening with so many projects. And there are a lot of internationally funded projects funded with international aid that end up failing. Our situation is very cumbersome. It's very cumbersome. I accept that situation, and I also know that our situation is worsened by the reality you have been talking about: mismanagement of public fortune, money, means, etc. We are getting from abroad for infrastructures, etc., even for aid. Part of this money is also embezzled by some civil servants who don't love their country. That is another reality. But what should be clearly said is that if the embezzlements have reached these kind of levels in Cameroon, this is also because we are countries which are not, producing much wealth. Much wealth. We are a country where public morality is also bad. And that's why we also need another kind of leadership, another kind of public management. That's what I'm saying. This is what I'm proposing. But more fundamentally, what should be said is that it's not an opportunity for me to have an excuse for those who are embezzling public money. But I want to say that the European countries have also known that this kind of period where people were, embezzling public money. And this period was also happened when these things happened also when they were in a sort of very difficult situation. They were living into precarity. When you go to the 18th, 19th century, you may find these kind of realities. That is why we have to shift from this kind of ecosystem to a new one, where we could have a country in which the productive system may be so strong, so dynamic that, everyone, I'm talking about every citizen, could have the means to have a good livelihood, the opportunity to have a good, situation. And the question, Prof, is how to shift from this state of things where we are, or many African nations are depending largely on foreign aid, to a situation where we become more or less autonomous, more or less economically, financially independent. How to shift from that? Because many African nations, including Cameroon, seem to be caught in a kind of trap, in a kind of aid trap by foreign nations. What I'm saying in this book, for instance, is that the African countries of the CFA franc zone just have to break the bonds of captivity. They have to break the bondage of captivity. As long as we will be, operating in the system of CFA franc, we may not have the opportunity to change our conditions. That is actually
impossible. So we must be able to put another, monetary and financial ecosystem in our countries, taken, respectively. For Cameroon, for example, we must be able to, let's say, decide that we denounce a new leadership which is coming tomorrow in Cameroon, a new public management, a new president of the republic, comes with the very clear idea to break the bond of captivity. And for that, let me just finish, if you, Mr. Fangwa, let me just give a precision. We just have to, let's say, to use the denunciation, let's say, element which exists in the convention, in that protocol we have signed with France in the early 60s years. We just have to denounce this convention, and by denouncing this convention, we get rid of this situation, and we can be a state which is emancipating itself. And we begin a state which its own currency can organize its monetary and financial superstructure for its children to be put into movement, for them to be able to produce wealth, to produce abundance in a very huge quantity. That is what I'm proposing. Effectivement, ce que vous développez, ça apparaît clairement dans le chapitre 4 de votre ouvrage, où d'ailleurs vous présentez ce qu'on appelle une hypothèse d'école, que nous avons résumée en 5 points. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on reste un peu sur, on va dire ça comment, les facteurs ou les raisons qui peuvent justifier que jusqu'ici, 50 ans après les indépendances, qu'on en soit encore à faire la manche pour pouvoir survivre. Vous avez évoqué un certain nombre de raisons avec Jonathan, des raisons qui peuvent être d'ordre historique, peut-être en rapport avec les liens que certains États africains ont toujours eu avec les puissances tutélaires, ou encore des raisons qui peuvent être liées à la gouvernance, la manière de gérer les fonds publics, entre autres. Il a évoqué la corruption et bien d'autres éléments. Mais à côté de cela, il y a certainement la question de la répression monétaire, qui peut être un facteur important, qui peut justifier, n'est-ce pas, la situation dans laquelle ces États se retrouvent aujourd'hui. Quels sont de façon précise des éléments qui montrent, n'est-ce pas, le lien entre cette servitude monétaire et la situation de mal développement dans laquelle se trouvent la plupart de ces États aujourd'hui? Je vous remercie. Vous savez, moi je n'invente pas tellement de choses. Il y a quelques nouveautés dans le livre, c'est vrai, mais Joseph Tunjiang Puemi, en 1980, dans Monnaie, Servitude et Liberté, avait déjà... C'est mon maître à penser en matière de sciences monétaires. Il avait déjà démontré le rapport qu'il y avait entre la situation de servitude, d'abord de pauvreté qu'il existait en Afrique. Vous imaginez, en 1980, à l'époque, alors évidemment, c'était l'obscurité totale. Qui comprenait ça? Personne. Si déjà aujourd'hui on a du mal à faire passer le message, a fortiori à cette époque-là. Donc, la vérité c'est ça, c'est que l'establishment français, piloté par le général de Gaulle, dans les années 60, dans la fin des années 50, des années 60, eh bien, a mis sur pied, de manière subtile, cette technologie qui devait permettre à la France de continuer à bénéficier de sa position, si vous voulez, de domination sur nos États. Dans l'ordre géopolitique et géoéconomique, la France devait continuer subtilement à utiliser ce précaré-là pour asseoir sa position à la fois sur le plan réputationnel, mais également sur le plan financier. N'oubliez quand même pas qu'il y a au moins 50% des recettes d'exportation qui sont domiciliées au Trésor français venant de nos pays CFA. Bon. Donc, il y a comme ça un ensemble de phénomènes. Il y a par exemple la question du robinet monétaire. Le robinet monétaire en zone CFA, il est complètement contraint. Il est verrouillé. Il ne permet pas que nous puissions mettre en œuvre des politiques économiques expansionnistes. Il ne permet pas que nous puissions mettre nos enfants au travail. Moi, je suis enseignant dans les facultés, dans les universités. Je suis très embêté de voir que nous formons des générations d'étudiants
dans nos facultés à longueur d'année, et que nos enfants, après avoir été formés ici, sont obligés soit de chômer au quartier, soit de galérer dans la précarité et des sous-emplois, soit alors de chercher à émigrer vers l'Occident. Ça veut dire que de manière extrêmement concrète, nos nations sont soumises à une situation de sous-emploi massif qui ne permet pas que ces nations puissent accéder à une vie digne de ce nom, comme on peut la trouver partout dans le monde entier. Et donc, la corrélation de cette réalité avec la monnaie, elle est évidente, elle est établie depuis Joseph Tchundian Kwemi. Et dans le livre, je dis que la thèse de Tchundian Kwemi est plus que jamais d'actualité. Et quand vous regardez aujourd'hui, nous avons un taux de croissance démographique qui s'est accentué considérablement. La population d'aujourd'hui dépasse celle de 1980. Et donc, la situation est plus grave à l'évidence. Donc, vous voyez, donc le constat, il est là. Maintenant, qu'est-ce qui peut justifier, parce que là, quand j'ai vu votre question là aussi, Duval Fangwa, qu'est-ce qui peut justifier la persistance d'un tel phénomène? Pourquoi est-ce que plus de 40 ans après, nous soyons encore dans ce même type de réalité? Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Mais précisément, ça ne bouge pas pourquoi? Ça ne bouge pas, vous avez bien vu que dans les 15 États qui font partie de ce qu'on appelle la zone franc, la réalité est quasiment la même, globalement. Il y a des pays là-dedans qui ont changé le chef d'État, où il y a eu des alternances au sommet de l'État. Vous prenez le Sénégal, n'est-ce pas, de Macky Sall, de Sonko, qui se bagarrent actuellement. Vous savez pourquoi? Vous prenez des pays comme le Mali, des pays comme le Bénin, etc. Le Niger, c'est des pays qui ont eu de nombreux chefs d'État déjà. Mais la situation demeure la même, elle ne bouge pas. Ça veut dire que le problème n'est pas dans l'alternance. Non, je ne dis pas que l'alternance soit une mauvaise chose, mais elle est une mauvaise chose tant qu'elle demeure alternance. Il faut que l'alternance devienne alternative. Et dans le cadre de l'alternative, on peut mettre en place des systèmes qui sont des systèmes véritablement différents et nouveaux. On peut révolutionner nos États. Mais de manière plus fondamentale, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'élite politique, le problème est au niveau de l'élite politique africaine, qui a été promue par la France, en fait, jusqu'ici. L'élite politique promue par la France dans nos États, c'est une élite politique qui est nourrie au biberon de l'ordre de la France-Afrique. Pour tenir cette élite politique, depuis les chefs d'État jusqu'aux chefs de service dans nos administrations, etc., ils ont mis en place de manière subtile la technologie de ce qu'on j'ai appelé la servitude, la captivité philosophique. Vous savez qui tient l'élite? Tient le peuple. Ah, c'est la raison pour laquelle, dans l'hypothèse d'école que vous avez développée, le premier élément que vous soulignez, c'est l'accession à un leadership nouveau, structuré autour d'un gouvernement de patriotes. Exactement. C'est impératif, c'est une exigence impérative. Vous pouvez changer de président de la République 10 fois, mais si vous n'avez pas mis à la tête de vos États des patriotes qui sont en rupture avec les systèmes des loges philosophiques occidentales, en général, et françaises en particulier, vous ne sortez pas de l'auberge. Aussi longtemps que vous n'avez pas mis à la tête de vos États des gens qui ont une sorte de liberté absolue. C'est pour ça que nous parlons de liberté. De liberté. Liberté, c'est vraiment le mot, c'est pour ça que nous parlons de briser les derniers liens de la captivité. Et parce que la captivité, elle est essentiellement philosophique, elle s'opère dans les loges. Rose-Croix, franc-maçonnerie, etc. C'est des organisations dans lesquelles, précisément, les acteurs de chez nous sont embastillés. Ils sont mis au pas. C'est pire que dans l'armée. Parce que les principes là-bas, c'est à la fois comment on va dire ça, l'allégeance servile qui est faite au gourou, qui est souvent à Paris, à Bordeaux ou à Marseille, etc. C'est aussi le secret, le culte du secret et la solidarité. Voilà. Et ils fonctionnent comme ça. Ça veut dire que ils ont donc mis en place un système qui permettait de tenir notre élite. Et cette élite-là n'est pas capable de réclamer la dénonciation d'un article. Duval Fangwa, c'est l'article 17 de la Convention en matière monétaire que nous avons signé à Brazzaville, qui a été renouvelé à Brazzaville le 23 novembre 1972. Il suffit que le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Tchad, ça c'est pour ce qui nous concerne, le pays de la CEMAC, qu'un seul pays décide que lui, il actionne cette clause de dénonciation qui était prévue par ces textes-là pour que ce pays retrouve totalement sa liberté, sa souveraineté, batte monnaie et ça, pour que ce soit fait, c'est comme vous l'avez indiqué au niveau de cette hypothèse d'école, la démonstration concrète, il faut un gouvernement de patriotes, un gouvernement serviteur, un gouvernement de personnes intègres, rempli de probité et ayant véritablement ce que j'appelle l'amour du Camerounais. Alors, vous dites accession à un leadership nouveau, structuré autour d'un gouvernement de patriotes.
Ensuite, vous dites acte juridique de dénonciation, vous en Absolument. parlez à l'instant, de Absolument. la Convention monétaire et économique avec la France, Exactement. signée le 23 novembre 1972. Exactement. Vous évoquez également l'adoption et la promulgation d'une loi portant une nouvelle monnaie. Tout qui pourrait simplement. être créée. Dans le cas d'espèce, vous parlez des camères. Vous parlez des La camères. monnaie, elle est là. Elle est sur la couverture de mon livre. Oui, Vous voyez le billet de banque de un billet de Camer 1000 Camer. qui préfigure effectivement ça. Alors, vous dites la mise en place également d'une banque centrale avec son infrastructure immobilière, technique, matérielle, humaine et la mise en service de la nouvelle monnaie nationale. Mais vous remarquez très bien qu'il y a un axe important qui est le levier politique. Et on en parlait tout à l'heure. Vous dites qu'il faut mettre en place un gouvernement de patriotes. Comment mettre en place un gouvernement de patriotes? Quelle est la mécanique qui permet de le faire? Puisque nous sommes dans des États, justement, qui se veulent démocratiques. Est-ce que là, on ne va pas se heurter à une autre difficulté que vous-même, vous évoquez dans votre ouvrage, Ouais. en faisant allusion à une sorte d'hybridisme qu'on observe au niveau des États africains, où il y a un mélange de Oui. despotisme éclairé et de démocratie libérale, un mélange qui, au finish, ne permet pas d'avoir des résultats concrets. Est-ce qu'au finish, on n'est pas condamné à rester dans cette situation? Ouh là là, c'est une question absolument fondamentale. Elle est importante. Je vous félicite en même temps aussi de l'avoir mise en évidence de manière aussi brillante. Mais vous savez, Duval Fangwa, nous ne sommes pas le premier pays au monde qui a été confronté à une situation de, je dirais, d'apparence d'impossibilité de briser les liens d'une captivité qui est même intérieure aussi. Parce qu'il y a comment on va dire ça, il y a les puissances néocoloniales et les puissances endocoloniales. Le néocolonialisme a son versant intérieur avec, bien sûr, les fondés de pouvoir de la France qui opèrent chez nous et qui agissent dans une logique qui veut que le jeu démocratique qui prévaut chez nous, en réalité, n'est qu'une sorte de faire-semblant. Ça, vous l'avez dit avec des mots très... je dirais, avec beaucoup d'euphémisme, avec beaucoup de diplomatie. Mais, vous savez, moi, je suis là pour dire la vérité aux Camerounais. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces réalités où les gens veulent garder les Camerounais en captivité pendant X années. Et il arrive un moment quand même où il faut constater qu'il est important que, voyez-vous, nous nous organisions. Moi, je suis convaincu que si les Camerounais savent s'organiser, parce que je suis d'accord avec ce latinisme qui dit, dans tous les cas, Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le peuple sait se mobiliser lui-même, s'il peut savoir manifester une volonté de déconstruction de quelque chose, s'il sait affirmer clairement son désir d'accompagner une dynamique, de soutenir une dynamique, qui peut être une dynamique porteuse d'espérance et de brisement de l'ordre ancien, qui est un ordre misérabiliste et appauvrissant, eh bien, je suis convaincu que nous pouvons arriver effectivement ensemble, en mutualisant nos capacités, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, etc. Il est possible, je le pense, de faire quelque chose, mais de manière plus fondamentale. Mais je vous propose, professeur, qu'on marque une pause. D'accord. Et derrière la pause, effectivement, on verra de façon concrète qu'est-ce que vous proposez pour justement briser ces derniers liens de captivité et offrir de l'espoir à nos peuples. Une pause dans cette émission de La Vérité en face où nous recevons ce soir le professeur Olivier Billet. Retour sur le plateau de La Vérité en face sur Equinox Télévision. Nous recevons ce soir le professeur Olivier Billet qui vient
n'est-ce pas, de commettre un ouvrage intitulé « Monnaie et prospérité en Afrique de la zone franc, briser les derniers liens de la captivité ». Avec lui, donc, nous explorons les solutions qui permettent justement de sortir de ces liens de captivité. Le prétexte trouvé, c'est bien évidemment le sommet de Paris qui vient de s'achever avec cette aide qui est très souvent proposée aux États africains, mais une aide qui, de toute évidence, ne produit pas encore des résultats. Et le professeur Olivier Billet, dans son diagnostic, estime qu'il y a un levier important, c'est le levier de la servitude monétaire. En tout cas, il y a une répression monétaire qui est, n'est-ce pas, une répression monétaire sur les pays africains, et il faut lever cette répression, il faut combattre cette répression pour permettre aux États africains de pouvoir obtenir des solutions beaucoup plus importantes pour pouvoir assurer leur développement. Alors, la question que nous posons est celle de savoir comment on y arrive. Et vous avez indiqué tout à l'heure qu'il faut mettre en place un gouvernement de patriotes. Comment mettons en place un gouvernement de patriotes dans un système de mi-dictature, mi-dictature, mi-démocratie? Et je crois que c'est à ce niveau que vous étiez en train de dire. Absolument. Oui, je disais donc, le constat est juste, le constat il est pertinent. Notre système est un système hybride, effectivement. C'est un système d'entre-deux, où effectivement on trouve d'un côté une sorte d'intention démocratique, proclamée comme cela, mais en même temps une réalité de, je dirais, de répudiation, n'est-ce pas, du projet démocratique tel qu'il fut engagé depuis les années 90, très clairement. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les Camerounais sont à ce point-là en défiance par rapport aux questions telles que les inscriptions sur les listes électorales, etc. Mais ce que le professeur Achille Bembe appelle la démocrature. C'est exactement cette espèce de, je dirais, de fusion entre démocratie et dictature. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes pleinement dans ce système et je crois que tout le monde le sait désormais. Maintenant, comment est-ce qu'on brise ce genre de phénomène? Parce que ce n'est quand même pas des phénomènes faciles, ce n'est pas des phénomènes simples. Je crois que de manière fondamentale, en tout cas, moi je vous donne la proposition qui est celle du foyiste que je suis, parce que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je considère que lorsque l'on a fait l'état des lieux, lorsque l'on a envisagé les causes qui sont au principe, qui sont à l'origine de la perpétuation de cet ordre de misère et de pauvreté, de cette répression, de cette servitude, de cette captivité, on en arrive donc aux solutions. Que faire? Que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire principalement, à mon sens, c'est quand même d'abord, parce que la vie, vous savez, je dis, le foyiste dit toujours que la vie, elle est de deux ordres. Elle est d'abord, comme le disait Platon, de l'ordre du spirituel, avant d'être de l'ordre du temporel. La vie, c'est ça. Et donc, il me semble que, lorsqu'on prend en compte cette réalité fondamentale de la vie, on doit en venir à comprendre que, eh bien, le brisement des derniers liens de la captivité passe d'abord par la convocation du maître des temps et des circonstances. C'est la convocation de l'éternel Dieu lui-même, de manière plus ciblée, plus chirurgicale, pour lui dire que, voilà, Seigneur, nous arrivons à un moment où nous sommes fatigués. Nos enfants n'arrivent pas à trouver du travail depuis X années. Le pays est dans une situation de bourbier absolument considérable. Il n'y a que toi qui peux nous aider dans ce genre de situation-là. Nous posons donc les genoux au sol de manière précise. Nous ne faisons plus le genre de prières qui sont dans le registre de dire, oui, voilà, donne l'intelligence à ceux-là qui oppriment les peuples pendant X années. Non. Il arrive un moment où il faut bien constater que un système dirigeant qui, lui, est ancré dans cette logique de démocratie ne peut pas en sortir de lui-même. J'ai même envie de vous dire que nous avons même besoin de les libérer, en fait. Parce que la libération que je préconise est une libération même pour les agents, les acteurs qui gouvernent aujourd'hui dans nos pays, et notamment au Cameroun. Il faut les libérer, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Donc, de manière fondamentale, il faut donc commencer par cette supplication-là, qui doit être une supplication extrêmement précise. Et je veux dire à ceux-là qui croient en Dieu au Cameroun, je sais que Fangwa vous en êtes, je sais que Jonathan vous en êtes. Mais ce Dieu-là, c'est lequel, professeur Olivier Billet? Parce que justement, on risque de se retrouver dans une autre situation où un autre débat va naître. Nous sommes en train de convoquer, de trouver les moyens pour sortir justement, pour briser ces liens. Ces liens qui justement sont en rapport avec l'importation des méthodes occidentales. Et on risque de se retrouver dans une situation où on prie un autre Dieu qui soit une autre importation. Attention, ne tombez pas dans ce piège-là.
parce que c'est une erreur que beaucoup d'analystes font, beaucoup de nos concitoyens africains font, de penser que le christianisme, par exemple, est quelque chose qui est d'essence occidentale. Faux. Le christianisme est d'essence orientale. Il nous vient ici de Bethléem en Judée, c'est à côté de l'Égypte là. Il vous échappe pas que il nous a rappelé d'ailleurs dans la Bible que lorsque le Christ était mis en péril, du point de vue de sa vie par un certain Hérode, c'est en Égypte là-bas, je crois que chez ses oncles, disent certains, qu'on est allé le cacher. Donc, le christianisme est un système de croyance qui est arrivé en Occident simplement par le mécanisme de l'exportation de la foi. Et donc, il ne faut pas considérer que c'est quelque chose qui appartient à ceux-là qui nous mettent en situation de captivité. Non, ça ne leur appartient pas. So the liberation. Donc, je termine peut-être parce que, si vous le permettez, sur ce point, pour dire que c'est un aspect qui pour moi est essentiel, parce que je suis convaincu que ça fait 33 ans que les gens ont essayé, par les capacités humaines, par les moyens de l'intelligence, par les compétences politiques, rationnelles. Et nous voyons que depuis plus de 30 ans, le SDF n'a pas pu, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu déboulonner cette Oui, mais rassurez-nous que ce Dieu dont vous parlez, ce sont nos dieux chez nous. Non, je dis, Duval Fangwa, de ce point de vue, moi je suis un parfait laïc. Je suis quelqu'un de profondément ouvert qui dit que chacun utilise ses éléments de croyance, ses éléments de foi. Ouais. Ok? Celui qui pense qu'il peut mobiliser la foi de chez lui, qu'il la mobilise, qu'il convoque Dieu. Mais nous l'appelons Nyambe, nous l'appelons Si, nous l'appelons Zambé, nous l'appelons Zamba, nous l'appelons Job, nous l'appelons etc. dans nos... voyez-vous, donc, que chacun soit dans la capacité de convoquer véritablement ce Dieu dans son système de croyance. Okay. Maintenant, quand il a convoqué, maintenant, nous ne croisons pas les bras. Nous devons demeurer dans l'action. Yes, une action qui doit d'abord être une action pédagogique, Jonathan. Jonathan, permettez-moi de préciser ça. Okay. Il faut d'abord une action pédagogique. C'est une action d'abord d'explication au peuple des causes de leur souffrance. Parce qu'un peuple qui ne sait pas de quoi... Mon peuple périt faute de connaissance. Qui ne sait pas pourquoi il souffre n'est pas un peuple qu'on peut sortir de l'ornière. Il faut lui dire pourquoi précisément, quel est l'élément central pour lequel il souffre. Et vous voyez que le thème de la monnaie est le seul thème fédérateur qu'on peut avoir dans ce pays. C'est le seul qui peut faire en sorte qu'on rassemble les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, à partir de ce moment-là, nous mettons en œuvre ce que j'ai appelé la technologie monétaire et économique à travers la monnaie. Vous avez vu que c'est largement bien développé dans l'ouvrage. J'invite nos concitoyens camerounais à le lire de manière très précise pour comprendre comment est-ce que, par la politique, par la monnaie, par un certain nombre d'outils rationnels et cartésiens cette fois, nous pouvons bien sûr contribuer à notre manière à cette œuvre de déconstruction. You're talking about educating the people. Yes. Shouldn't it start from there? Because even to pray, you can't pray well if you don't know how to pray, if you don't know what to use, what to say in prayer. That's true. That's true. There are people in this country who know how to pray. There are many of them who know how to pray. So what I'm saying is that it is a matter of knowing what you are why are you praying for? What are you presenting to the Lord Almighty as desire, as a request? That is what has, for me, has been lacking in our Cameroon. People have not been praying for, a very precise purpose. Yes, you're talking about people who know how to pray in this country. They exist. But shouldn't it be an issue of all Cameroonians, and who is expected to be doing what in that spiritual liberation? Because from what you're saying now, we understand that the liberation must come from the spirit, because the spirit dominates and controls the physical. Absolutely. So who should be doing what in terms of all Cameroonians coming on board, and even the people who are caught in the yoke of evil sect or whatever? Exactly. Franc-maçon, Rosicrucian, and all the rest. Those who are involved into these things, these occultist organizations, they are those who are in deep relationship with the colonial order, with the colonial master, with the France-Afrique I've been talking about. And I've been saying that the reason why we remain is in these bondage is based on the fact that our elite on the top in Africa of CFA Franc zone are deeply involved, committed into these occultist organizations. And they are also, they have put
put in place a system in which when you happen to let's say, to desire a position in the administration, a position which is, let's say, a good position in life, a comfortable position, you just have to go into these kind of organizations. So I'm not relying on these kind of people. They have already chosen their camp, their position. They have chosen the occultist places. I'm talking about those who remain, you know, let's say, who remain in a sort of, I could say, good position, safe situation. For example, those who are believing in Christ, those who are believing in, let's say, for our Islamic fellow citizen, they are believing in Allah, for example. Okay? Yes, and also maybe some of our fellow citizens who are also believing in, you know, traditional beliefs. They can also bring something to this fight, to this action. So I'm not relying on those who we know that they are already... we need to go further to talk about the action part of it, because it is very important. Yeah. Because a lot of people have been praying and doing nothing. And that would not produce the needed result, because God himself wants people to do things. Absolutely. Not only to be hearers of the word, but to do it. Absolutely. But before doing it, shouldn't you start by telling people to acknowledge the God you're talking about, the God Almighty, and accept him and receive him and be born again before? Because you can't pray to a God that you don't believe. If you don't accept him, if you don't believe in him, you pray to him, he may not hear you. Jonathan Babila, you may never be able to convert everyone. Because even those who are caught up in the trap of those occultic societies still have the opportunity to repent. Let me be clear. Let me be clear. My project is not to, you know, to convert everybody to a single system of belief. That is not my project. What I'm saying is that each citizen should be able to go into his room, into his chapel, into his place, even at home, even in the village, and start praying God. Because in our, you know, our tribes, our regions, we know God as Si, we know him as Nyambe, we know him Nikop. We know him as Zamba, we know him as Job, we know him as Allah, etc., etc. We know him in the north, Gider, they call him Mangalva. So we know him by all these denominations, and we have actually to rely on him deeply, and each one should be, you know, just calling him, convoking him with his means. I'm not the one who will go there to say that everyone should be born again. That's actually impossible. But what I'm just saying in the book is that we need also to have a sort of belief action of radicalism. Voilà, justement. So what are the actions that should be taken? Justement, après avoir prié, il faut passer à l'action. De façon concrète, il s'agit de faire quoi? De manière concrète, il faut bien comprendre que, pour ceux qui l'ignoraient encore jusqu'ici, il faut rappeler au peuple du Cameroun que les Écritures saintes elles-mêmes disent que la foi sans les œuvres, c'est-à-dire sans l'action, elle est morte. La foi, faith without action, is dead. Donc, véritablement, il faut donc que, en même temps, c'est une action qui s'opère de manière parallèle, de manière, j'ai envie de dire, convergente, en même temps, concomitante. En même temps que les acteurs sont dans la prière, dans les supplications, dans l'intercession. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, vous voyez, le Cameroun, c'est juste pas possible. Tout le monde en vient à constater que c'est impossible de régler ça humainement. Plus de 30 ans après, ça a dépassé tout le monde. Mais il faut donc comprendre que dans ce genre de situation, Dieu seul peut faire. Maintenant, sur le plan maintenant, j'ai envie de dire séculier, sur le plan matériel, sur le plan de l'action physique, il faut considérer que maintenant nous devons être capables de mobiliser les meilleurs savoirs dans le domaine de la science monétaire. Nous devons être capables de mobiliser les meilleurs éléments de connaissance qui vont nous permettre d'aller maintenant vers les Camerounais pour leur faire davantage de pédagogie.
un autre type de pédagogie qui est une pédagogie, encore que j'ai envie de vous dire que notre pédagogie, elle est même généralement dans les deux dimensions. Hein. Il y a toujours la dimension spirituelle pour dire aux gens, mes chers amis, vous avez beau être hyper intelligent, vous avez beau avoir tous les éléments de connaissance du monde qu'il faut, mais si vous n'avez pas le levier, si vous n'avez pas le pilier spirituel, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, mais nous insistons aussi sur le fait qu'il est important, véritablement, de connaître l'histoire de notre pays, de savoir que depuis plus de 60 ans, depuis 80 ans bientôt, le Cameroun croule sous la dictature d'une affaire qu'on appelle le franc CFA, et qui est un outil qui ne peut pas permettre à notre pays de se développer, qui est un pays même qui appauvrit notre pays chaque jour davantage. Maintenant, sur le plan technique, nous démontrons maintenant comment est-ce qu'on prend un pays qui est en situation de sous-emploi massif, comme c'est le cas aujourd'hui, qui est dans une position, je vous prends un exemple, hein, moins 500, pour l'amener vers une position plus 500. Ça veut dire qu'il y a toute une trajectoire qui doit être faite, qui doit être accomplie du point de vue de la technologie monétaire et économique, et même politique, parce que la monnaie n'est pas le seul levier qu'on doit pouvoir actionner lorsqu'on gouverne un pays. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu raison de rappeler qu'il faut avoir les leviers du pouvoir. Il faut être aux commandes de l'État. Il faut que les Camerounais se mobilisent pour dire que, ok, nous, demain, là, on fait accéder au pouvoir tel, parce que lui, il peut nous permettre de nous enrichir. Il peut nous permettre de devenir je dirais, de vivre dans une situation de prospérité et d'abondance bien plus importante que celle qu'on peut trouver à Dubaï. Et ça, c'est possible, ça. Donc, je termine pour dire que, Duval Fangwa, il y a un ensemble d'actions qui relèvent de ce que j'appelle la technologie pratique, qui est à la fois monétaire, économique, politique, culturelle, etc., qui embrasse même, je dirais, tous les segments, tous les secteurs de la vie sociale. Et c'est donc cet ensemble de facteurs-là qui sont à mettre en cohérence, en concomitance avec, je dirais, le carburant spirituel, le carburant divin, afin que la mayonnaise prenne et que le pays accède précisément à sa prospérité. On a dit hypothèse d'école, je voudrais en prendre une de façon précise, oui, pour qu'on se comprenne très bien. Exactement. J'ai insisté tout à l'heure sur le chapitre 4 de votre ouvrage. Oui. Que faire? Oui. Et dans les solutions que vous proposez, vous avez commencé par indiquer qu'il faut l'accession à un leadership nouveau structuré autour d'un gouvernement de patriotes. Absolument. Ce gouvernement de patriotes doit être constitué. Absolument. Il doit prendre le pouvoir. Oui. Et pourtant, vous reconnaissez vous-même dans l'ouvrage que les réalités politico-institutionnelles, je reprends exactement ce que vous avez dit, les réalités politico-institutionnelles fondées sur la mécanique du parti-État, exactement, constituent incontestablement un facteur de blocage structurel qu'il est absolument impératif de lever. Absolument. Et ma question reste, comment lever? Et de façon précise. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en 2011. Oui. Vous êtes certainement heurté aux dures réalités de l'organisation des élections dans notre pays. Absolument. Vous en avez tiré des leçons. Oui. Au regard de cette superstructure politique qui existe dans notre pays aujourd'hui, avec ses démembrements et toutes ses caractéristiques, comment peut-on s'organiser pour que ces patriotes dont vous parlez puissent accéder au pouvoir? Oui. Je peux? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je crois que vous avez raison d'insister sur cette question, parce qu'elle est fondamentale. Vous savez, Duval Fangwa, moi, la scène politique camerounaise, je la connais depuis un certain nombre d'années. Et comme vous le savez, j'ai milité aux côtés de Hubert Kamgang pendant longtemps, dans le cadre de l'Union des populations africaines. Il était candidat en 1997, ensuite en 2004, et puis en 2011. Mais je l'ai accompagné lors des 2 premières élections. Et puis j'ai pu, je dirais, prendre connaissance de ce qu'est notre classe politique aussi. Nous avons une classe politique qui est quand même assez compliquée, il faut bien le dire aussi. Parce qu'en réalité, ce qui est important dans le cas du Cameroun, c'est de constater quand même qu'en 1992, l'Union pour le changement avait quand même pu réaliser quelque chose de relativement intéressant à travers cette logique de mutualisation des capacités, de mise en commun des énergies qui avait été faite. 37%, chiffre officiel. Officiel. Donc moi, je suis assez favorable à l'idée que les Camerounais de la politique se mettent ensemble, soient capables de se mobiliser. Et je suis d'ailleurs, je dirais, demandeur. Vous voyez, quand je fais des initiatives comme celle du gouvernement de transition de l'Union nationale, on va y arriver certainement, c'est précisément parce que je me rends compte que une seule main ne peut pas attacher un fagot. Il est important que nous, dans le camp de l'opposition par exemple, soyons capables de comprendre que
face à cette organisation frauduleuse, illégale et anticonstitutionnelle du système du parti-État, eh bien, humainement, il est impossible de gagner, notamment une élection présidentielle. On peut gagner des positions de communes ici et là. On peut avoir des députés ici et là. D'ailleurs, vous observez avec moi que depuis 1992, les résultats électoraux locaux de nos formations politiques se sont amoindris chaque jour à la manière d'une peau de chagrin. L'UNDP, par exemple, qui avait 68 députés, je crois, en 92, se retrouve aujourd'hui avec, je ne sais pas, 6, 7, quelque chose comme ça. Vous voyez bien que, et vous voyez bien que lors des dernières sénatoriales, le parti-État s'est arrogé 100% des positions. Même s'ils ont daigné donner quelques positions résiduelles à quelques amis ici et là, vous voyez bien que, et eux-mêmes ils sont conscients de ça. J'ai même envie de dire que Duval Fangwa, après avoir convoqué le carburant divin, qui représente pour moi l'élément de déconstruction fondamentale. Parce que jusqu'ici, nous avons beaucoup utilisé les armes humaines. Nous n'avons peut-être pas encore suffisamment expérimenté l'arme absolue, qui est l'arme qui relève du carburant divin. Et donc nous avons besoin de cet élément-là, qui est absolument essentiel. Parce que c'est vraiment des liens, c'est des liens métaphysiques. Hein. Attention, ce n'est pas, pas de la blague. C'est des liens qui sont presque lucifériens, qui sont même lucifériens véritablement, pour tenir un peuple en esclavage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, ce n'était pas seulement une affaire ordinaire, rationnelle. C'est qu'ils étaient dans un système qui était un système très compliqué. Donc, mais je pense que même dans le parti État aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent par exemple le combat pour la libération monétaire. Parce qu'ils sont conscients de plus en plus de ce que c'est une affaire qui nous frappe tous. Quand vous avez convoqué les résultats de 1992 oui. Réalisés par l'Union pour le changement, oui. Je suppose que c'est pour faire allusion à une sorte de mutualisation des forces. J'en viens précisément pour dire que, pour moi, effectivement, il serait souhaitable, et j'en appelle même, ici et maintenant, à une organisation conduisant à la mutualisation des capacités des acteurs de l'opposition, de manière à mettre en selle celui ou celle d'entre nous qui pourrait être le plus à même, véritablement, de porter le projet, de représenter l'idéal de fraternisation des Camerounais et l'idéal de victoire sur les forces que nous mentionnons ici sur ce tableau. Et d'accomplir la victoire que tout le monde espère depuis X années. Mais je dis encore une fois qu'il ne s'agit pas de faire l'alternance pour l'alternance. Il faut rechercher l'alternative. Et les Camerounais vont nous dire que nous n'avons véritablement besoin de sortir de ce système monétaire qui est esclavagisant, qui nous met dans une position où la précarité, elle est dans nos rues, partout, on peut la voir. Eh bien, il s'agit de bien comprendre que nous devons nous organiser pour, j'ai envie de dire, mettre toutes les chances de notre côté, de manière à ce qu'à l'occasion d'une élection présidentielle comme celle qui arrive, les élections qui arrivent, que la mutualisation de ces capacités-là mette en selle l'acteur qui peut nous assurer la victoire. But Prof, when you look at the ideological stance of the political parties that we have in Cameroon, the major ones that are there in the political scene now, and their leaders, is it possible, is it feasible to think about a possible come together of those leaders rallying behind one person? For me, it is possible. It is actually possible. Nothing in life is impossible. It's just a matter of will. It's also a matter of bringing people together aware of the situation. We must be aware of the fact that there is, since 1992, we have tried to organize things for another leader to take power in Cameroon. We have our beloved Nijon Fundi, who died a few days ago. He did what he could in 1992. But after him, we have to notice that things are just tied. And if we don't organize ourselves in sort of mutualization of our capacities to come together with a very good common candidate, then the situation might not change. So we must actually be able to decide that we put in place a system of choice in which the best of us, the best candidate of us, the one,
promoting the best ideal, the best ideas, the best proposal, political proposal, etc., could be the one representing our platform, our common platform, and then we could have opposition. De façon plus concrète, de façon plus précise. Parce que ce que vous dites, c'est une expérience qui a été réalisée. Vous vous souvenez qu'il y a eu la CN2R à une élection au Cameroun, où d'ailleurs, à un moment donné, on avait en selle le candidat du SDF et celui de l'UDC. Il y a eu une tentative de mutualisation des forces pour désigner un candidat. Puis il y a eu un clash de dernière minute entre le président national du Social Democratic Front et le président national de l'UDC, qui pour certains avait été choisi justement dans ce sillage-là. L'affaire ça a échoué. Oui. Ensuite, il y a eu à la prochaine élection des forces qui sont mises ensemble au sein d'une sorte de G7 pour tenter de rattraper, n'est-ce pas, on va dire ça comment, l'échec de l'élection antérieure. Oui. Mais toutes ces initiatives, en réalité, n'ont jamais porté de fruits. Sur la base de ces échecs-là et en faisant le diagnostic de ces résultats-là, qu'est-ce qu'il faut proposer de façon concrète dans le sens de cette mutualisation? Parce que on risque de se retrouver dans les mêmes situations, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Vous avez raison, Duval Fangwa. Mais vous savez, toutes les tentatives qui ont été faites au Cameroun pour choisir, désigner un candidat, jusqu'ici en tout cas, il faut espérer que demain ce sera mieux, se sont faites sur la base de projets d'entourloupe. C'est-à-dire que les uns ont toujours cherché à entourlouper les autres. Les uns ont toujours cherché à comment on va dire ça, à mettre les autres derrière eux de manière parfois imméritée. Voilà, c'est ça la vérité. Ce que je veux dire, c'est que, pour être concret, parce que là, je vais vous répondre de manière plus concrète, et même scientifique, j'ai le sentiment que jusqu'ici, nous n'avons pas su mettre en place une mécanique, je dirais, cartésienne, presque scientifique, de choix d'un candidat commun, candidat unique de l'opposition. Or, ça c'est possible, techniquement. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un de nos jeunes collègues en politique, un jeune leader de parti, qui s'appelle Dibamou, qui m'a envoyé un texte, une proposition qui n'est pas mal, mais qui a besoin simplement d'être améliorée, en fait. Moi-même, j'avais déjà fait une proposition dans ce sens-là il y a quelques années. L'idée, c'est quoi, tout simplement, Duval Fangwa? L'idée, c'est que, voyez-vous, nous avons besoin de mettre sur pied une sorte de mécanisme objectif, de mécanisme équitable et équilibré sous la forme d'une sorte de primaire de l'opposition. C'est une primaire qui pourrait s'organiser un peu comme, je prends souvent l'exemple de la FECAFOOT. Vous voyez, la désignation du président de la FECAFOOT. Elle s'est faite où? À l'hôtel Montfébé à Yaoundé, dans une salle, dans un lieu clos. Ça veut dire que on fait, comment on va dire ça, des spécialistes des sciences sociales que nous mobilisons pour cet exercice-là, eh bien, sont mobilisés pour constituer ce que j'appelle un échantillon d'électeurs sur le plan national, selon les méthodes statistiques utilisées par les spécialistes des sciences sociales. Donc, dans nos 10 régions, on fait un casting représentatif de la population de ces différentes régions-là. Et on les réunit dans un lieu clos où ils ne sont pas soumis aux influences extérieures. Ces gens-là, assis dans une sorte d'amphithéâtre, assistent donc à un débat. À un débat de primaire entre les candidats qui voudront aller à cette primaire-là. Eh bien, à partir de ce moment-là, ils vont donc voter selon une logique d'un vote qui pourrait se passer à 1, 2, 3 tours. Mais en tout cas, c'est un vote qui finira bien par dégager un seul vainqueur. Ça me paraît une mécanique extrêmement intéressante parce qu'elle sera le fruit des Camerounais, qui ont été choisis de manière aléatoire. Ce n'est pas une sélection qui se ferait par l'ensemble des Camerounais qui sont là et dont on sait que les choix pourraient très rapidement prendre des colorations d'une autre nature, mais que par les techniques utilisées dans le domaine des sciences sociales, on puisse constituer cet échantillon représentatif de la population camerounaise et organiser une primaire après une évaluation dans le cadre d'un grand oral de nous, leaders politiques, candidats potentiels. Pourtant, une modification du code électoral pour instaurer un système, une élection à 2 tours,
pour le choix du président de la République réglerait facilement le problème. Mais encore une fois, là aussi, Duval Fangwa, vous n'allez pas retomber dans le piège, dans les travers que vous-même vous dénoncez. Vous êtes le premier à avoir dit que le système, lui, on ne peut pas beaucoup compter sur lui pour nous aider à résoudre le problème. Or, en réalité, c'est même lui qui devrait régler ce problème. Parce que dans le fond, je vous ai dit que l'ordre du parti-État, qui est à l'origine de la complexité, de cette espèce de bourbier dans lequel nous nous trouvons, et qui est, en fait, c'est un ordre qui est anticonstitutionnel, il est frauduleux et il est illégal. Donc, je pense aussi que le régime RDPC aujourd'hui au Cameroun doit pouvoir ouvrir les yeux et se rendre compte que, nous-mêmes là, on a fait quelque chose qui était profondément illégal depuis plus de 30 ans. Et que peut-être qu'il est temps, et je pense que le laboureur peut rassembler ses enfants, dans le cadre de ce gouvernement de transition d'union nationale, mettre en place un ensemble de mécanismes, à la fois législatifs et de toute autre nature, qui vont permettre de toiletter l'environnement juridique camerounais, l'environnement politique camerounais, l'environnement institutionnel camerounais, et faire en sorte que, effectivement, on puisse aller à non seulement un système électoral, mais plus généralement à un système politique nouveau, avec de nouvelles lois, de nouvelles manières de faire dans le pays, etc., qui vont faire en sorte que lorsque nous sortons de cette transition de 2 ou 3 ans, eh bien, on peut dire à partir de ce moment-là que le meilleur gagne. Allez tous à l'élection et que le meilleur gagne. Voilà ce que je dis. What about the role of the civil society organizations and Cameroonians themselves? There are initiatives like Stand Up for Cameroon by Kawala and the others who have been calling on Cameroonians to rise up because they think that depending on the system in place is something that is not possible to have a solution from the system in place, even from politicians today, because when we look at the politicians that we have in Cameroon, there is a general feeling of people, a bunch of people, so to speak, in quotes, who are unable to provide solutions to the problems plaguing this country. What about the role of the civil society and the Cameroonians themselves? Jonathan Babila, the civil society has a role to play, but the civil society may remain the civil society. The civil society is not an organization which is designated to govern. The problems Cameroon is faced with today are political problems, which need political solutions. And these political solutions should be, proposed by political actors. So for me, I don't know, maybe the civil society could be a sort of additional force which could help political actors to put in place some ideas like the one I have been presenting a few minutes ago, the one of the premier of opposition. They could be organized by a civil society more equitably, What about in a more balanced, condition. So for me, the civil society's job is not the one which is to govern the country. They have their role to play, maybe beside the political actors. But if democracy is governance by the people, for the people, then power should be in the hands of the people, and the people should be able, as we have seen in some other situations, we are not calling for violence anyway. We have seen situations where the citizens have taken to the streets and they have mounted pressure and they have obtained change. Let's say that even when we have experienced this kind of reality, at last, the one going to power is not a person coming from civil society. It's always someone coming from, sometimes from the military order system, or someone coming from the political order. So, for me, civil society must work hand into hand with the political actor. And we must be able to organize ourselves in a sort of capacity of mutualizing our forces for the country to change. It's not just a problem which concerns the political leaders of the civil society actors. No, we must be together in that general challenge. How long should
the transition government of national unity, if at all, it happens to be in place, or we finally get there one day, how long should it take for things to return to the normal democratic norms, so that we can expect to see these changes that we are talking about, changes that will trickle down effects down to the man at the grassroots down there? Absolutely. For me, it's a matter of 2 or 3 years. It will just be a question which should be debated between the head of state, which is in power, and the other political actors. But for me, we are 2023 today. We need, for me, minimum 2 years to put in place this general ecosystem, institutional reforms, political reforms, electoral reforms, which must, let's say, produce a sort of balanced ecosystem which will help us to organize our country differently. So if we choose maybe 3 years, 3 years for me is a good the good duration, because in 2 years you can actually have the time to have a proper reflection, to have also a good capacity of collecting proposals coming from the people itself. Alors faisons un peu de science-fiction, professeur Olivier Billet. J'indiquais tout à l'heure à l'entrée de l'émission que vous avez publié une tribune dans laquelle vous avez présenté un projet de gouvernement de transition d'union nationale pour, dites-vous, tordre le cou au repli identitaire. Et dans ce projet de gouvernement, vous avez proposé le poste de ministre de l'Intérieur, de la sécurité et de la réforme des institutions de l'État au professeur Moïse Kamto, président national du Mouvement pour la naissance du Cameroun. Alors quand je dis un peu de science-fiction, qu'est-ce que vous mettez, quel est le contenu, n'est-ce pas, d'un tel poste ministériel quand vous parlez de réforme des institutions de l'État? Il s'agit de réformer quelle institution, comment, pour lui donner quel acabit et pour quel impact sur la vie politique de notre pays? Je vous remercie beaucoup pour cette question, Duval Fangwa, parce que, vous voyez, moi je suis un contributeur à la création du MRC. Le concept de renaissance, chacun sait. Ceux qui étaient là, à l'époque, savent bien que c'est moi qui l'ai apporté. Et l'esprit dans lequel il avait été préconisé était vraiment un esprit extrêmement volontariste. Et donc, vous voyez bien que lorsque je propose au gouvernement de transition et d'union nationale, pour venir à votre question de manière précise, je vais revenir sur le reste après, vous me permettrez de développer un peu, mais en ce qui concerne cette proposition que je fais... Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité... Ministère, pas ministre, j'ai dit ministère. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et la réforme des institutions. Des institutions. Duval Fangwa, Jonathan Babila, c'est votre média, Equinox, qui a eu la bonne idée d'ailleurs de faire un papier au journal télévisé de cette période-là pour évoquer cette indignation. D'ailleurs, du seul parti qui s'est levé comme ça, parce que les autres partis semblaient plutôt d'accord avec cette proposition. C'est le seul parti au Cameroun qui s'est levé pour ça. Donc c'est quand même un peu étonnant que... Et j'ai l'impression que les collaborateurs du professeur Kamto, de Maurice Kamto, ne lui ont pas présenté les choses de manière tout à fait correcte. Je ne sais même pas si il a eu le temps vraiment de prendre connaissance du texte de la proposition. Parce que s'il avait eu le temps de prendre connaissance de la proposition, parce que je sais que c'est un homme de science, il aurait bien compris que ce ministère octroyé à son parti, ou proposé pour son parti, ce n'est pas moi qui donne les... Moi, je ne faisais qu'une proposition très modeste. Et peut-être le département ministériel le plus important de cette architecture-là. Parce que vous avez bien vu, il est question de la réforme des institutions de l'État. Et vous voyez que mon discours autour du parti-État ne tourne qu'autour de cette problématique du parti-État. Si on a un problème au Cameroun, l'un des éléments les plus rédhibitoires, les plus redoutables dans le système Cameroun, c'est l'élément parti-État. Ce n'est pas les élections. Ce n'est pas les élections. Parce que nous pouvons même nous retrouver tous
tous les partis de l'opposition, ensemble, pour une élection face au RDPC, parti-État, qu'on ne gagnerait même pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis à mes collègues qu'il faut mettre le doigt là où se trouve le mal absolu. On ne soigne pas le cancer avec paracétamol. Il faut trouver le médicament le plus approprié, le plus profond qui soit. Donc, ce ministère-là, ce département ministériel avait donc la responsabilité, la proposition demeure, de penser toute la technologie, toute l'architecture juridique, institutionnelle, politique, bien sûr en lien avec les autres collègues. Mais en tout cas, c'est ce ministère qui devait porter cet ensemble de réformes. Et ce n'est pas un hasard si un spécialiste de droit, n'est-ce pas, pourrait être, encore qu'il pourrait désigner un de ses collaborateurs si jamais le poste... Mais maintenant, sur le fond, les éléments les plus importants qui apparaîtraient, je dis qui seraient prioritaires, ce serait quoi? Est-ce que ce serait les relations entre les différents pouvoirs de l'État? Est-ce que ce serait la mécanique qui permet la désignation, n'est-ce pas, de celui qui préside la destinée du Cameroun? Ce serait quoi? Mais c'est-à-dire que, comment on va dire ça? Les réformes qui a opérées sur l'État du Cameroun sont des réformes qui sont à la fois, comment vous dire, sont des réformes qui sont à la fois, je l'ai dit, institutionnelles, c'est-à-dire que les institutions de l'État doivent être repensées. La manière dont notre État même fonctionne doit être repensée. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec un État, un parti-État, un système de parti-État obèse qui contrôle tout et qui a tout entre ses mains. Je vous prends un exemple. Prenez les magistrats. On dit que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il appartiendrait donc à ce département ministériel, à ce ministre, de porter comment on va dire ça, un projet de loi allant dans le sens de la déconstruction de cette manière de fonctionner au niveau de nos institutions. Le chef de l'État n'a pas à être celui qui contrôle les magistrats, qui les oriente comme il veut, quand il veut et où il veut. Vous voyez ça? Nous avons par exemple le fait que, regardez, la manière dont nos apparatchiks de l'administration, que quand quelqu'un est secrétaire général de ministère, quand il est conseiller technique, quand il est directeur d'administration centrale, quand il est sous-directeur, quand il est dans une position influente dans l'appareil de l'État, regardez le rapport que ces gens-là peuvent avoir par rapport à la vie politique du pays. Ils sont tous souvent branchés à un parti politique qui est le RDPC, simplement parce que c'est le parti cambusier. C'est le parti qui gère les 6 000 milliards de budget de l'État. Et donc, tout le monde court derrière. Regardez les hommes d'affaires au Cameroun, pour la plupart. Ils sont même obligés, les pauvres. Parce que quand vous ne faites pas ces redressements fiscaux, vous voyez, donc, notre État est malade. Il y a des choses, mais terriblement, je dirais, gangrénées et polluées du point de vue du mode de fonctionnement. Je vous prends un autre exemple. Regardez les questions de ce que j'appelle la corruption politique et électorale, surtout la corruption électorale. Eh bien, comment voulez-vous que dans un pays, quand des élections se passent, que ce soit à l'intérieur des partis ou bien à l'extérieur des partis, que l'affaire se règle par l'argent? C'est des espèces sonnantes et trébuchantes dans tous les partis politiques. Comment pouvez-vous comprendre que nous puissions vivre dans autant de corruption systémique et penser que notre pays peut changer? Notre pays ne peut pas changer aussi longtemps que nous n'avons pas pris les mesures de fond qui permettent de réoxygéner totalement tout l'appareillage et de le toiletter convenablement avec des lois et des règlements de toute nature. Voilà. Is that why you said in one of your write-ups that liberation starts from you? That is it. Said liberation. Oui, vous avez vu ça dans le site internet. Yes. Exactement. That's why I say that. Liberation starts from you. That is it. Who is the you? You is the general population. Everyone is concerned. Alors, on va sortir l'émission, professeur Olivier Billet, et vous regardez la caméra et vous nous dites, vous avez été candidat à l'élection présidentielle, je l'indiquais, en 2011. Oui. En 2018, on ne vous a pas vu. Oui. Les prochaines élections, les prochaines élections présidentielles, ce seront peut-être en 2025. Olivier Billet, quel avenir politique? Duval Fangwa, l'avenir politique est celui que Dieu voudra. Si Dieu le permet, je serai à toutes les élections. Je veux dire, les libérateurs, en tant que formation politique, iront à toutes ces élections-là. Il ne vous échappe pas qu'en principe, si le calendrier est respecté, encore que pour moi, il ne faut pas aller aux élections pour aller aux élections. Il ne faut pas aller aux élections comme on amène du bétail à l'abattoir. Pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, vraiment, c'est de rappeler d'abord que le laboureur doit se comporter, je veux dire, le chef de l'État actuel doit se comporter comme le laboureur et ses enfants. Il doit être capable d'appeler ses enfants,
et leur tenir le discours du patriarche qui veut laisser un Cameroun toiletté, un Cameroun réoxygéné, un Cameroun sur les rails. Un Cameroun qui ne sera pas un lieu de chaos. Parce que quand je regarde notre pays, du Val-Fangwa, Jonathan Babila, je vous le dis, en âme et conscience, je ne suis pas rassuré. Je suis très inquiet. Vous savez à quel point la haine s'est installée au Cameroun. Et si, l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'appelle le président Paul Biya à organiser un gouvernement d'union nationale véritablement, un gouvernement d'amour entre les Camerounais, qui va promouvoir le brassage. Parce que la philosophie ici est celle du brassage. Vous savez, quand il y a brassage, quand il y a métissage, il y a la paix, il y a l'amour qui s'installe. Mais quand les peuples veulent devenir chacun dans sa communauté, dans son coin, reclus chacun de son côté, ça provoque généralement la guerre, c'est des conflits interminables. Donc, je veux vous rassurer en vous disant que, oui, nous les libérateurs, nous sommes tout à fait disposés à faire tout ce que Dieu permettra que nous fassions, parce que nous sommes au service du Cameroun. Nous sommes des acteurs politiques serviteurs. Et Olivier Billet, que je suis, est aussi celui-là qui se réclame de cette posture politique qui est celle du serviteur du peuple, qui se rendra disponible pour le peuple chaque fois que ce peuple-là en aura besoin. Will you be candidate in the next presidential election? I'm saying that what I will do tomorrow will depend on the will of the God Almighty. And He's the one who will decide on of this eventuality you have been talking about. But for me, in my deepest condition, for me, I will be every time available for Cameroonian. Of course, I will be candidate if God permits it. Merci, professeur Olivier Billet, d'être venu sur le plateau de La Vérité en face. Je rappelle que vous êtes auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Loupepo. C'est Monnaie et prospérité en Afrique de la zone franque, briser les derniers liens de la captivité. Et pour poursuivre la réflexion sur les questions monétaires que vous évoquez dans cet ouvrage, je propose également, pour poursuivre, n'est-ce pas, la réflexion et échanger, cet ouvrage de Hubert Kamgan, de feu Hubert Kamgan, Ce pourquoi je me bats, vision d'homme d'État de l'Afrique renaissante. Hubert Kamgan. Si vous me permettez, on ne peut pas parler d'Hubert Kamgan sans que je dise un mot. Pour mieux comprendre la pensée de Hubert Kamgan sur la question monétaire, parce que là, c'est davantage un ouvrage un peu autobiographique, où il justifie un peu son combat, etc. Il parle de monnaie, c'est vrai, mais il en parle de manière plus approfondie dans un autre qui s'intitule « Le Cameroun au XXIe siècle ». Et le sous-titre est très évocateur, « Quitter la CEMAC, puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique ». Oui, d'ailleurs, il y a tout un paragraphe qu'il fait dans cet ouvrage sur la nécessité qu'il y a pour les pays de la zone CEMAC de quitter effectivement la zone CFA. Et puis, cet autre ouvrage de Éric Yombi, Le poids colonial de la France, entre façonnage, errance et autolibération en Afrique noire francophone. C'est un ouvrage également que je vous propose, c'est paru aux éditions de l'Horizon. Donc, Éric Yombi, qui, on le sait, est très intéressé par des questions internationales. Et puis, cet autre ouvrage du prince Koumba Ndoumbe III, pour poursuivre cet échange sur l'héritage colonial. Et le lien qu'il y a, bien évidemment, avec le franc CFA. 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance-là, c'est le prince Koumba Ndoumbe, auteur de cet ouvrage paru aux éditions Afrique Avenir. Merci une fois de plus, Jonathan Babila, d'être venu sur le plateau de La Vérité en face. Right, thank you. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en face. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.